Nathalie Arthaud, on n'a pas encore effectivement la fin du film ou la fin de la série puisqu'on n'a pas encore les annonces. Néanmoins, est-ce que vous trouvez que la démarche, le grand débat, ouvrir la parole, ouvrir les cahiers, est-ce que ça valait le coup ? Moi, je pense que c'est une façon de gagner du temps, surtout d'enterrer la mobilisation des Gilets jaunes. C'est ça le calcul qui était derrière ? Mais bien sûr que c'était ça depuis le départ. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a dépensé 12 millions, je crois, pour organiser ce grand débat, pour au bout du compte entendre ce que des centaines de milliers de femmes et d'hommes ont crié sur les ronds-points, dans les manifestations depuis plus de 3 mois maintenant. Voilà. Et c'est évident que là, le gouvernement a voulu faire diversion, a voulu finalement se donner l'opportunité de se relancer dans une nouvelle campagne électorale, parce que c'est ce qui s'est passé avec ce grand débat. Et bon, vous dites, enfin, le Premier ministre nous explique qu'il y aura des solutions puissantes, des annonces puissantes. Bon, franchement, là, je crois que il n'y a aucun doute, il n'y a rien à attendre des prochaines annonces du gouvernement, parce que on a un gouvernement qui ne veut pas s'en prendre à la classe capitaliste, aux privilégiés de cette société, aux plus riches. Donc évidemment, il fera bouger les lignes, il demandera aux salariés un peu moins pauvres de payer un petit peu plus pour redistribuer peut-être un petit peu plus aux plus pauvres, voilà. Mais la réalité, c'est que ceux qui sont les premiers responsables du recul du pouvoir d'achat, qui sont responsables des suppressions d'emplois, des licenciements, des fermetures d'usines, eh bien on leur laisse les mains libres de continuer de faire ce qu'ils veulent. Et regardez dans l'actualité ces fermetures d'entreprises, Ford, suppression d'emplois à Carrefour, alors qu'ils annoncent des bénéfices, alors qu'ils ont récupéré 2 milliards de CICE. On parle pas beaucoup de chômage d'ailleurs, Nathalie Arthaud, dans le débat. C'est quelque chose qu'on... Moi, je crois que quand on se place du point de vue des salariés, des travailleurs, de ceux qui galèrent avec des petits boulots, c'est un problème essentiel. Et c'est un problème essentiel du pouvoir d'achat. Quand on n'a pas de boulot, on n'a pas de pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, ce n'est pas revenu apparemment dans les doléances des Français. En tout cas, la tête de liste que vous êtes de Lutte ouvrière pour les Européennes dit il n'y a rien à attendre de cet exercice. Moi, je crois que vous allez évidemment interpréter toutes ces remontées à votre sauce. Voilà. Comme ça va bien vous arranger. C'est-à-dire que vous allez en conclure que la majorité de la population n'est pas favorable au rétablissement de l'ISF. Bon, alors là, franchement, c'est votre interprétation qui vous va bien, parce que vous ne voulez pas remettre en place l'ISF. Et puis, vous parlez du RIC. Mais la réalité, moi, c'est pas le RIC, c'est pas, y compris, je pense pas d'ailleurs que ce soit une issue, en réalité, une solution. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des femmes et des hommes de ce pays veulent contrôler ce que devient l'argent de nos impôts, où il va, à quoi il sert. Et ça, c'est très légitime. Absolument. Parce que quand on voit effectivement 40 milliards de CICE, on nous explique qu'on va donner ces 40 milliards aux entreprises pour qu'elles embauchent. La réalité, c'est que ça ne marche pas. C'est Hollande qui l'a mis en place. Ça ne crée pas d'emploi. Et moi, ce que je pense, c'est que ce contrôle, mais il est 1000 fois légitime. Y compris, moi, je milite, et dans cette campagne aux européennes, je le dirai, pour qu'il soit étendu à l'argent qu'il y a dans ces grands groupes industriels et financiers. Parce que ce qu'on voit, c'est que ces grands groupes, ils agissent comme un rouleau compresseur sur toute la population, sur les travailleurs, mais aussi sur les petites entreprises. Moi, j'ai été frappée par les résultats, enfin, les premières annonces, les premiers résultats de votre loi sur l'alimentation, où on apprend qu'en réalité, la grande distribution, elle a continué d'écraser les petits producteurs. 0,70 € le kilo de pommes vendu par le producteur. On le retrouve à 3 € sur les étalages. Donc, on est dans cette société-là où, effectivement, on travaille, les salariés, bien sûr, y compris bien de petits patrons à leur compte, travaillent dur, d'arrache-pied, sans pouvoir parfois vivre dignement de leur travail. Et puis, tout l'argent, tout le fruit de ce travail est aspiré à un pôle, et on se retrouve année après année avec plus de millionnaires, plus de milliardaires, toujours plus riches. Mais vous mélangez deux choses, si je peux me permettre. Oui, je mélange deux choses, parce que je pense que le contrôle sur l'argent public, l'argent de l'État et des impôts, il est légitime, et je pense que le contrôle aussi sur ces grands groupes, il est encore plus légitime, parce qu'ils font la pluie et le beau temps sur l'économie. En réalité, ils tiennent les rênes même de la société. Donc il va falloir arrêter de les laisser faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Parce que si on les laisse faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, eh bien, d'abord,
on court droit à la crise, à un nouveau crack, parce que c'est ce qui nous pend au nez, un nouveau crack financier, parce que la spéculation, elle va être plus belle, et on résoudra aucun des problèmes qui frappent la majorité de la population. Laurent Neumann. Juste une remarque sur le débat qu'on a là ce matin. On doit être le seul pays au monde où on débat de l'opportunité de débattre, je vous signale. Non mais ça n'existe pas ailleurs. Ça fait 2 mois qu'il y a ce grand débat. On peut critiquer la méthode, tout ce qu'on veut. N'empêche que les gens débattent entre eux et avec l'État, d'ailleurs, d'une certaine manière, notamment des questions que vous évoquez, la fiscalité, où va notre argent, comment on contrôle l'argent. Tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est toujours mieux de débattre que de descendre dans la rue, voire même quand il y a des manifestations, de casser. Mais vous avez remarqué qu'il a fallu que les gens descendent dans la rue pour que ce débat soit lancé. Parce que quand, justement, les petites gens se taisent, quand ils ne disent rien, il ne se passe rien. Vous avez parfaitement raison. Nathalie Arthaud, est-ce que, selon vous, le chef de l'État, qui est donc l'homme qui tranchera, sans doute en début de semaine prochaine, a entre les mains une photo assez juste de l'état du pays, au-delà des réserves qui ont pu être émises par les garants? Non mais, moi je suis convaincue que depuis le début qu'il sait absolument tout de ce qui se passe. Il sait les difficultés, c'est pas ça le problème. Il sait les difficultés de ceux qui galèrent en ayant droit juste à quelques heures de boulot. Même pas un vrai emploi, il sait la difficulté, enfin je suppose qu'au moins intellectuellement il peut l'imaginer, la difficulté qu'il y a de vivre aujourd'hui avec le SMIC, qui est indigne, qui ne permet pas de vivre en payant son loyer, en étant assuré de son avenir. On ne peut qu'être angoissé. Donc il sait. Mais bien sûr qu'il sait tout, bien sûr qu'il sait tout, puis il a des services pour faire remonter tout ça. Ce sont des choix. Ce sont des choix politiques de se placer d'un certain point de vue, toujours pareil, du point de vue des privilégiés. Moi, je suis convaincue. Écoutez, depuis le début, on a un gouvernement qui nous explique que toute notre politique consiste à faire en sorte que le travail paye. Mais le travail ne paye pas. Ne paye pas pour la grande majorité des salariés, y compris pour ceux qui bossent, qui sont indépendants et qui ont le malheur d'être écrasés par les banques et par plus gros qu'eux. Le travail ne paye pas. Donc, vous savez, c'est assez facile de faire ce diagnostic-là. Et la solution, elle est effectivement... Là, on va avoir droit à peut-être des petits bougets fiscaux, mais le problème, c'est qu'il faut augmenter considérablement les salaires, les pensions de retraite. Moi, je pense qu'avec moins de 1 800 € net par mois, mais aujourd'hui, la vie est impossible. On a peur tous les jours, de ne pas pouvoir payer ses factures, de se retrouver à la rue, de ne pas pouvoir payer son loyer. On a peur d'avoir à se restreindre sur la nourriture, sur les soins, d'avoir à restreindre sa famille. C'est ça la vie quand on est à moins de 1 800 €. Donc la seule solution, c'est ça. Mais il n'ira pas dans cette direction-là. Et nous sur la proportionnelle. Où nous sommes, nous. On va écouter un peu Nathalie Arthaud. Oui, moi je pense qu'il faudrait une proportionnelle intégrale. C'est le minimum quand on se prétend démocratique, qu'on veut faire une vraie représentation, c'est la proportionnelle intégrale. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé dans ces discussions, c'est effectivement cette déclaration consistant à dire que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est la déclaration donc de Sibeth Ndiaye. Ça m'a frappé parce que, d'abord, c'est ce qu'on entend à la veille de chaque élection. Quand il y a des élections, chacun nous explique qu'avec lui au pouvoir, rien ne sera jamais comme avant. Au bout du compte, les présidents se succèdent et c'est la même politique. Ça vaut pour chaque parti en campagne électorale. Sauf pour ceux qui, comme nous, lutte ouvrière, disent que la réalité, c'est que les travailleurs, s'ils veulent que leur sort s'améliore, il va falloir effectivement qu'ils s'invitent dans la discussion, qu'ils s'imposent par en bas, par leur lutte collective, etc. Donc ça, nous le disons. Les autres, nous, c'est les promesses, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais ça m'a aussi rappelé autre chose. Alors, on s'éloigne un petit peu de la situation, mais ça m'a rappelé ce qui s'est passé au lendemain du krach de 2008. Et je me souviens des discours de Nicolas Sarkozy nous expliquant que désormais, on va mettre sous contrôle ces traders fous, cette finance incroyable, cette spéculation, ces grands groupes-là qui se comportent de façon irresponsable. Oui, les banques, mais vous savez, les banques et les grands groupes aujourd'hui, ils sont comme entremêlés. La réalité, c'est que tous les grands groupes sont aussi dans le domaine financier. Donc il nous avait expliqué tout ça, il nous avait expliqué que le capitalisme, on allait le moraliser, que enfin l'argent allait être utilisé pour investir, produire des choses utiles, pour embaucher, etc., etc. Et en fait, on en est toujours au même point. Avec même, je dirais, encore, on a reculé, on constate tous les mêmes défauts, la même irresponsabilité. Bon, c'est l'évasion fiscale, c'est la spéculation effrénée, c'est des licenciements qui continuent, c'est les gens qui travaillent, qui portent cette société, qui sont
traités comme des pions, qui sont rabaissés, qui peuvent même pas vivre de leur travail. Voilà, moi je fais ce constat-là. Et encore une fois, je pense que c'est pas ces discours qu'on nous sert. Voilà, vous allez voir, demain, ne sera, ça sera complètement différent. Mais Madame Arthaud, je vais poser une question très sincère, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que... Et après ça, Laurent Giacobelli prendra la parole. Ils continuent d'intervenir pour faire valoir leurs droits. Est-ce que vous croyez sincèrement que je me suis engagé en politique pour défendre ce fameux grand capital financier ? Est-ce que vous croyez sincèrement que je suis là pour aider les traders? Je pense que vous Est-ce que vous ne croyez pas que je me suis engagé en politique pour que les gens aient de l'emploi et que leur travail paye mieux? Mais vous ne voyez pas d'autre façon de fonctionner que de vous soumettre à ces gens-là. Mais moi, je vois des résultats qui peuvent vous paraître trop lents. Mais je vois un chômage qui baisse. Je vois plus d'investissements dans notre pays. Vous avez posé la question à Laurent Giacobelli. C'est purement statistique. Mais vous n'avez pas le début d'une idée concrète de comment faire votre... On vous écoute.